bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Zoé Genot. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, vous êtes chef de groupe écolo au Parlement bruxellois. Vous êtes aussi chef de file écolo à Saint-Josse. Tout d'abord, sur l'actualité de samedi soir, je ne sais pas si vous avez regardé l'Eurovision, mais c'est Israël avec la jeune chanteuse Netta Barzilal qui l'a emporté avec une chanson qui surfe un peu sur la vague MeToo, I'm not your toy, you stupid boy. Alors, quelle est votre réaction? Je vous en propose 3. Réaction A, bel hommage au combat des femmes. Réponse B, bel hommage aux 70 ans de l'État d'Israël. Et C, je préfère The Voice. Alors, quel est votre type de réaction? Je dirais que dans un premier temps, c'est vrai qu'on est content de voir une femme de caractère qui s'affirme et qui dit « je ne suis pas un objet, ne jouez pas avec mes pieds » gagner. Dans un deuxième temps, tout de suite, on voit un peu l'instrumentalisation. Parce que, par exemple, sur une télévision israélienne, la chanteuse a déclaré « c'est une grande victoire pour la communication israélienne et nous nous retrouverons à Jérusalem ». Et ça y est, on n'est plus... Elle l'a dit en direct. Elle l'a dit déjà en direct par rapport à Jérusalem. Oui. Elle l'avait, mais c'est toujours un rassemblement de nationalisme, hein, l'Eurovision. Et c'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'il y a ces deux aspects, je dirais, grandes fêtes populaires qui se mêlent à des aspects vraiment de géopolitique et de soft power, et une envie, je dirais, de faire passer un message politique. Et là, le message politique, clairement, qui va être joué par Israël, c'est Jérusalem est notre capitale culturelle et autres. Et ça, fatalement, c'est gênant, quoi. Mais c'est aussi bon pour les femmes quand même, ce que vous disiez au départ. C'est ça. Le texte en lui-même. Alors parlons maintenant de ce qui s'est passé hier soir au Parc Maximilien. 1500 personnes se sont réunies pour protester contre le manque d'accueil des personnes transmigrantes à la gare du Nord et au Parc Maximilien. C'est un peu sur fond de crise entre les communes et Théo Franken. La situation aujourd'hui n'est vraiment pas bonne. Le plan hiver est terminé. Il y a des centaines de gens qui dorment dehors pour l'instant. Mais donc ça, c'est le premier problème. C'est qu'il y a des centaines de gens qui dorment dehors, des transmigrants, des SDF et même quelques familles qui sont encore, je dirais, concernées et il n'y a pas de solution structurelle et coordonnée. La deuxième chose, c'est on gère ça n'importe comment. Parce que qu'est-ce qui se passe? Dans les faits, M. Franken a vidé les centres fermés. Donc, soi-disant, on met des gens en centre fermé, on paye jusqu'à 200 € par jour pour garder ces gens en centre fermé. Et puis là, on a vidé les centres fermés, on a remis tous ces gens dehors en disant, d'un seul coup, on n'a plus besoin de vous enfermer parce qu'on voulait prendre des gens de la gare du Nord. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça pour une politique? Soit il y a des gens qui vont repartir et qui sont mis en centre fermé, soit ça veut dire quoi? Que ces centres fermés, ce sont juste des vitrines qui sont faites pour faire peur aux gens? C'est quoi cette politique? Mais centre fermé, dans son nom, ça veut dire fermé. Donc oui, c'est pour normalement mettre des gens dedans. Oui, tout à fait, mais on sait que 70% des gens qui sont en centre fermé sont dans les faits relâchés. Et donc on a payé 200 € par jour pour maintenir des gens pendant 1, 2, 3, 4 mois sans aucune, je dirais, possibilité de retour. J'ai l'impression que c'est plus une politique, je dirais, d'intimidation et de montrer, vous voyez, on est dur, etc., que vraiment une politique un peu réfléchie et intelligente. Donc ici, c'est donc la politique du gouvernement fédéral que vous mettez en cause. La région qui essaie de se débrouiller, d'ouvrir des centres et faire payer le fédéral, c'est une bonne solution? Mais je pense que la région, en tout cas, essaye de faire des choses. Elle se dit, il y a des gens en rue, c'est inacceptable, on met le SAMU social, on met d'autres structures. Et nous, ce qu'on demande surtout maintenant aussi, c'est que par rapport au public, je dirais plus SAMU social, SDF et autres, qu'on ne travaille pas que dans l'urgence. Ce qu'on veut vraiment, c'est qu'on travaille aussi à des solutions de réinsertion, de remise en logement. Alors, on voit aussi que ça touche Schaerbeek. On voit le bourgmestre de Schaerbeek en premier plan. On ne voit pas beaucoup le bourgmestre de Bruxelles là-dessus. On ne voit pas du tout le bourgmestre de Saint-Josse non plus. Est-ce que ça veut dire que ça ne touche aux alentours de la gare du Nord? Il y a quand même votre commune de Saint-Josse qui est là. Mais je pense que tout le monde est concerné. C'est l'ensemble de Bruxelles qui doit être concerné. Et on ne peut pas laisser... À l'heure actuelle, ce sont entièrement des bénévoles qui font les repas, qui les distribuent, puis qui se coalisent pour envoyer ces personnes jusque dans le Brabant wallon, à Jodogne, dans toute la Wallonie, etc., pour les faire loger. C'est un effort extraordinaire. Mais ça dure déjà maintenant depuis plus de 8 mois. Ces bénévoles ne vont pas pouvoir tenir comme ça encore des années. Il faut une solution structurelle. Il faut que le fédéral s'en occupe. Tout à fait. Pourtant, quand le fédéral s'occupe de choses, comme les conditions de travail dans les hôpitaux, là, vous trouvez qu'ils ne s'en occupent pas bien. Donc il y a des problèmes. On a vu des derniers chiffres qui sont assez interpellants en la matière. Oui, donc ce qu'on voit, c'est que plus de 70% du personnel soignant prend des médicaments pour tenir le coup au travail, des anti-inflammatoires, des calmants et autres. Mais moi, ça me fait peur. Parce qu'à l'heure actuelle, quand je discute avec eux, et c'est vrai que ce sont des métiers qui me tiennent à cœur, parce que ma maman, ma tante, ma cousine ont été ou sont infirmières. Je pense que c'est vraiment des métiers
on en a tous besoin un jour ou l'autre. Et à l'heure actuelle, la façon dont on leur demande de travailler, c'est-à-dire avec des gens qui viennent pour des interventions, qu'on garde juste quelques jours quand les soins sont très lourds, et puis qu'on fait vite repartir chez eux dans de mauvaises conditions, ça rend le travail beaucoup plus difficile. Parce qu'avant, les gens restaient 4-5 jours, donc il y avait 3 jours avec des gros soins, 2 jours un peu plus légers. Ça permettait de dégager un petit peu, je dirais, des respirations pour pouvoir avoir du contact avec les gens. Parce que moi, je pense que la médecine, c'est pas des robots qui nettoient les gens, qui font des pansements tout en courant. On ne peut pas faire de la bonne médecine dans ces conditions. Et ceux qui payent, ceux qui perdent leur dignité, c'est les malades. Donc aujourd'hui, c'est trop intensif. C'est trop intensif. Et du coup, le personnel soignant craque et part, et on est obligé de faire venir des infirmières de Roumanie, du Liban et autres. Et on pille ces pays, ça ne va pas. Alors, on arrive dans une période électorale, donc c'est fin de législature pour les communes et bientôt aussi pour la région, pour le fédéral. Alors, c'est une semaine importante au Parlement bruxellois. On va avoir l'avis du Conseil d'État sur le décumul. Et donc, ça va être chaud. Hein. On va savoir s'il y aura ce vote ou pas. Vous y croyez chez Écolo, on votera le décumul? Mais donc déjà, on a eu une première victoire. On était très isolés sur le fait de dire ça ne va pas que quelqu'un soit en même temps député et bourgmestre. Il faut que les gens fassent leur boulot à fond, à temps plein des deux côtés pour avoir du temps, pour rencontrer les gens et pour ne pas avoir de conflit d'intérêts. Et en plus, ne pas accumuler les salaires. On a maintenant eu le soutien du PS, de Défi, du SPA, bien sûr, de Groen. Le texte a été voté en commission, donc il y avait une majorité en commission. Et puis on a assisté à un blocage de la NVA, du VLD et du CDNV. Le texte a été envoyé au Conseil d'État une deuxième fois, alors qu'il était déjà passé une première fois. Et maintenant, on entend un peu des solutions un peu farfelues, disant peut-être que les néerlandophones, je dirais, leur décumul pourrait être reporté, etc. Je crois qu'il va falloir être courageux. C'est difficile de faire passer ce texte, mais maintenant, les partis qui disent qu'ils le soutiennent doivent être courageux et voter ce texte. On doit avancer. C'est facile pour vous, puisque vous êtes contre le cumul. Mais je veux dire, c'est plus facile pour vous que pour ceux qui cumulent. Défi disent qu'ils sont pour le décumul. En effet, ils cumulent encore beaucoup maintenant, mais ils disent qu'ils sont pour le décumul. Le PS cumule encore, mais disent qu'ils sont pour le décumul. Eux ont eu du courage, que les autres en aient aussi. Mais c'est surtout, c'est maintenant, il faut qu'ils aient... Parce que malheureusement, ils ont quand même accepté cet envoi au Conseil d'État pendant 45 jours, qui était un peu une façon de mettre discrètement le dossier au frigo. Je crois que maintenant, il faut arrêter les petits jeux politiques, il faut voter, il faut qu'on puisse se compter. Alors, il y a des dossiers, par contre, on a l'impression qu'ils n'avancent pas. Le plan taxi, par exemple, n'est toujours pas arrivé au Parlement. Hein. Mais non, donc là, clairement, il y a un petit jeu. Il y a Pascal Smet qui fait le monsieur, j'avance, je dépose un plan, voilà, j'ai déposé un plan en première lecture, mais son plan reste, je dirais, très difficile à accepter par les différents acteurs, parce qu'il faut se rappeler que c'est Pascal Smet qui avait obligé tous les taximans à repeindre leur voiture en noir, à mettre les petits damiers, à acheter un gros Spoutnik, etc. Et puis maintenant, c'est le même Pascal Smet qui dit... Ah, mais d'autres gens peuvent rouler dans des voitures de toutes les couleurs, ne sont pas obligés de travailler dans les mêmes conditions et peuvent contrevenir aux règles. Vous n'avez jamais changé d'avis, vous, en 10 ans? C'était il y a longtemps. Je pense qu'on peut changer d'avis. C'était presque le siècle dernier. Tout à fait, on peut changer d'avis. Mais par contre, ce qu'on ne peut pas faire, c'est dire pour les uns, il y a ces règles-là qui s'appliquent et pour les autres, ce seront d'autres règles plus light. Ça, c'est pas possible que deux personnes qui font le même métier, certains aient des obligations et d'autres pas. C'est la situation actuelle. C'est la situation actuelle. Mais dans le plan, il reste encore une série d'incertitudes qui sont vraiment problématiques. Et on a l'impression qu'on évolue vers un système à la parisienne, où là, les plaques de taxi sont, je dirais, attachées à une voiture, et les indépendants, qu'ils soient Uber ou qu'ils soient taxi, doivent louer ces voitures à des grosses écuries qui ont ces voitures. Et on le voit, à Paris, il y a des grèves des Uber aussi bien que des grèves des taxis, et c'est une catastrophe. Donc je me dis, évaluons la situation parisienne avant de nous précipiter dans les mêmes solutions. Alors, il y avait des critiques au niveau fédéral, qui venaient de la NVA d'ailleurs, qui disaient ce gouvernement fédéral, il manque de dash, il manque de niaque. Est-ce que le gouvernement bruxellois a plus de dash, plus de niaque que le gouvernement fédéral? Vous êtes dans l'opposition des deux. Je n'oserais pas dire, parce que c'est vrai qu'on a à certains moments dit à M. Vervoort, allez, il est temps d'enlever les pantoufles et de s'y mettre. Mais il y a quelques projets maintenant qui aboutissent, on le voit avec le projet Canal et autres, mais il y a énormément de projets qui restent. Les grands projets de M. Vervoort, c'était quoi? C'était de dire toutes les zones immobilières qu'on doit traiter, où on doit construire des écoles, des logements, etc., du côté de Josaphat et autres. Et on le voit, ces projets avancent très, très lentement, alors que c'était les projets phares. Alors ne parlons pas de tous les autres projets qui n'avancent pas du tout. Alors Canal, vous disiez là quand même, là ça a avancé, et plutôt vite. Hein. Oui, donc ça, c'est un satisfecit de l'opposition là-dessus? Oui, nous, on était très demandeurs et on avait vraiment milité en tant qu'écologistes pour dire que c'est un bâtiment remarquable. C'est un très grand espace au centre-ville, parce que outre le bâtiment remarquable du garage, il y avait tous ces entrepôts. Ce serait vraiment dommage qu'on les confie à un promoteur qui en fasse n'importe quoi. Donc on est content qu'il y ait un projet culturel à cet endroit-là. Maintenant,
Maintenant, je pense que l'enjeu, et le directeur de Pompidou le reconnaissait lui-même, c'est qu'il y ait vraiment un travail aussi avec les artistes de la ville et que ce ne soit pas juste une culture, je dirais, standardisée internationale qui tourne à Bruxelles. Il faut qu'il y ait vraiment un ancrage, un travail avec les artistes locaux. Justement, l'idée de Bruxelles, capitale européenne de la culture, qu'a lancé Rudy Vervoort, c'est une bonne idée? Vous suivez ça? Pourquoi pas? Quand on voit ce que Lille en a fait, ce que d'autres villes en ont fait, Mons, c'était un peu plus fragile. Je pense qu'ils ont moins bien réussi à rebondir sur le projet. Je pense que ça peut être un projet mobilisateur. Mais pour ça, il faut vraiment que ce projet soit construit, porté de manière large et globale, quoi. Mais vous êtes d'accord d'en faire partie de ce projet-là? Oui, tout à fait. Alors, Saint-Josse, parlons quand même un peu de Saint-Josse. Vous avez une grande victoire pour, je ne sais pas si on peut dire, pour la vidéo et la télévision, c'est qu'on peut enfin voir les conseils communaux de manière libre. Ce n'était pas le cas. C'était pas le cas. Donc on avait d'abord demandé à plusieurs reprises pour que les citoyens puissent filmer, pour que nous puissions filmer, etc., pour que les débats soient retransmis, comme ça se fait dans énormément de communes, à Charleroi, à Liège, etc., que les citoyens puissent suivre en direct les conseils communaux. Dans un premier temps, M. Kirsch était très fort braqué, avait envoyé la police pour nous arrêter, etc. Et puis il a réfléchi et il s'est rendu compte que c'est normal, à l'heure actuelle, à l'heure des réseaux sociaux, les citoyens ont envie de savoir ce que chacun dit, ce que chacun porte, ce que chacun vote. Et normalement, le conseil communal, donc c'est le dernier lundi de ce mois de mai, sera retransmis sur les réseaux. Et vraiment, je m'en réjouis. J'ai l'impression, en vous entendant, que pour la première fois, vous dites plutôt du bien du bourgmestre. Il y a des élections qui s'approchent, des majorités qui vont se faire. Ça veut dire qu'une majorité PS écolo est possible à Saint-Josse? Mais je pense qu'il y a encore vraiment énormément de travail à faire en matière de bonne gestion justement de la commune. Parce que pour nous, par exemple, un point primordial, c'est toute la question de la transparence, du respect des règles. Et là encore, on vient d'engager des gens, on ne sait pas pour faire quoi, sans procédure, on engage les amis, et ça doit s'arrêter. Merci Zoé Jauneau. Demain, je reçois un bourgmestre, Philippe Pivin. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous. Bonne soirée.